Alors, last but not least, Monsieur Velloer, je vous en prie. Bon, j'aimerais d'abord remercier M. de Montbrial pour cette invitation et pour pouvoir représenter le secteur privé ici. Pour mon intervention, je vais passer de la langue de Molière à la langue universelle, l'anglais. Speaking about health and healthcare, today this is largely a matter. En parlant de santé, aujourd'hui, celle-ci relève essentiellement des États souverains. La question a été posée de savoir comment nous pouvons améliorer la gouvernance qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce que nous devons rechercher un système plus formel, plus centralisé de gouvernance mondiale, ou est-ce que la coopération actuelle plus fluide entre États doit être renforcée? Pour ma part, je suggérerais qu'avant de vouloir répondre à ce genre de questions, nous devrions comprendre les véritables performances du système en vigueur et afin de ce faire, nous devrions développer des normes communes de façon à avoir un système de mesure commun nous permettant de mesurer le véritable résultat de notre système actuel. Par conséquent, je voudrais tout d'abord rapidement passer en revue les performances de notre système actuel, puis voir 3 mythes communs qui sont fréquemment mis en exergue, puis je conclurai sur quelques questions et commentaires que je soumettrai à votre considération. Si nous jetons un coup d'œil aux objectifs d'un bon système de santé, nous en avons 3. Améliorer les résultats de la santé, augmenter le niveau de satisfaction du patient et protéger également l'individu contre tout risque financier. Bon, si nous jetons un coup d'œil en arrière, à quel point nous sommes-nous bien débrouillés? En fait, à première vue, nous avons bien agi. L'espérance de vie a plus que doublé sur 100 en 1900. Cette espérance était de 31 ans. En 2005, nous sommes arrivés à 66 ans. Ce sont là des chiffres qui valent pour le monde entier, donc qui couvrent les pays développés et en développement. Je sais qu'il existe un certain nombre d'autres facteurs qui, eux aussi, ont joué un rôle important, les facteurs économiques, les revenus des ménages ou les facteurs sociaux tels que l'hygiène. L'autre côté de la médaille est que le coût, les dépenses engagées dans la santé ont augmenté de façon très marquée puisque ces coûts atteignent 5 ou 10%. Et si cette tendance actuelle se maintient, nous en serons à 20 à 40% du PNB d'ici à 2050, ce qui n'est pas seulement un problème des pays développés, mais ces chiffres valent également pour les pays à haut revenu, à moyen revenu et à faible revenu. Permettez-moi rapidement de parler de ces 3 mythes. Le premier mythe, plus d'argent dépensé pour la santé donne lieu à de meilleurs résultats. Le fait n'en est pas moins que nous assistons à des différences énormes en matière de qualité de soins et de dépenses en matière de santé d'un pays à l'autre. Je prends un exemple, le diabète. Les États-Unis dépensent 2 fois plus par diabétique et les résultats mesurés en qualité de vie de ces patients est 2 fois meilleur au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Donc, nous assistons à un rapport inversé entre la dépense et la qualité. La même chose vaut dans les États eux-mêmes. Si nous comparons la qualité des soins de santé et l'argent consacré à la santé aux États-Unis, vous constatez que pour 6 000 $ dépensés par patient en matière de soins, vous pouvez figurer par les 8 meilleurs États ou parmi les 8 pires États aux États-Unis. Donc, il n'y a aucun lien, ou s'il y en a, il n'y a qu'un lien négatif entre la dépense et les résultats des soins de santé. Deuxième mythe, les maladies chroniques ne sont un problème que pour les pays développés et non pas pour les mondes en développement. La réalité est la suivante. Alors que les maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires ou le cancer, les maladies respiratoires sont responsables des 2 tiers des décès au plan mondial. 80% de ces décès
surviennent dans les pays à faible ou moyen revenu. Donc ce n'est absolument pas un problème des pays développés, c'est davantage un problème des pays en développement qui, eux, ont besoin de solutions urgentes. Troisième mythe. Nous ne pouvons rien faire pour freiner ce processus. Le fait est que 25 millions de morts pourraient être évités annuellement si nous réussissions à gérer un faible nombre de facteurs de risque. Tous ces facteurs de risque sont liés à notre mode de vie. Le recours au tabac, qui est responsable de 5 millions de morts, la consommation d'alcool représentant 2 millions de morts, les pressions du sang élevées, le cholestérol, tout ceci des états de maladie qui peuvent être traités aisément si nous sommes sérieux à cet égard. Donc, si vous prenez ce tableau, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous avons mesuré ce qu'il fallait mesurer. Et typiquement aujourd'hui, nous mesurons deux choses. Les intrants, l'argent dépensé par habitant, ou les lits par 1000 personnes, ou le nombre de médecins par 1000 personnes. Et nous mesurons également la prévalence des maladies par 1000 personnes également. Tout ceci ne nous dit strictement rien en ce qui concerne la qualité ou l'efficacité de notre système de santé. De ce fait, je recommanderais vivement d'amender ces matrices et de commencer à mesurer les résultats, donc la qualité de nos systèmes de santé et le coût nous permettant de produire ces résultats-là. Ceci, dirais-je, doit se faire au niveau de la maladie individuelle si nous voulons que ces mesures aient un sens. Si nous le faisons, eh bien, ce que nous constatons aujourd'hui est plutôt surprenant. J'en reviens à mon exemple du traitement du diabète dans les différents pays. Ce que nous pouvons constater, si nous prenons les chiffres au niveau de la maladie, c'est qu'au Royaume-Uni, nous en sommes à 5 fois plus d'efficacité qu'aux États-Unis en matière de traitement du diabète. Ça, c'est un exemple. J'en prends un autre, le COPD, qui est une maladie pulmonaire chronique. Là, l'exemple est encore plus frappant. Si je prends ces chiffres, la France est 23 fois plus efficace que les États-Unis lorsqu'il s'agit de traiter cette maladie. Ce sont là deux exemples de maladies. Je pourrais vous en donner d'autres. Et ce que cela montre, c'est qu'il nous faut véritablement changer la façon de voir les soins de santé, la mise à disposition de ces soins, de façon à avoir une meilleure perception de la qualité de notre système. Qu'est-ce que cela signifie par rapport aux questions que j'ai posées au début de mon intervention? Si nous voulons être réalistes, la santé et les soins de santé seront toujours une question relevant de la compétence des États souverains, et ce pour des bonnes raisons. Des raisons historiques, culturelles, la prévalence des maladies dans tel et tel pays, et d'une certaine façon, c'est même la raison d'être de l'État souverain qui doit veiller à ce que ses citoyens soient sains et vivent en toute sécurité. Néanmoins, les institutions mondiales ont un rôle à jouer, je pense notamment à l'OMS, de définir les priorités de santé mondiale et mesurer les progrès réalisés, comme l'ont fait les États-Unis dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, et deuxièmement, mesurer et divulguer de façon transparente les données justes en matière de résultats de santé et le coût inhérent pour parvenir à ces résultats. Encore une fois, un exemple pourrait être constitué par l'initiative de rapport global des Nations Unies. Ce serait donc un rôle que les organisations multinationales peuvent jouer. Je ne vois pas de rôle en matière de véritable gouvernance mondiale de la santé. Merci.